Bon, rebonjour à tous. Nous allons commencer maintenant cette conférence, intervention avec un invité d'honneur. Hein? L'invité surprise. L'invité surprise. Donc, Monsieur Velas, Monsieur Bruno Velas. Donc, nous sommes heureux, hein, tout le bureau de la Fédération de Centres Mémoire, nous sommes heureux, nous sommes très honorés de votre participation et nous vous en remercions. J'ai préparé une petite introduction, mais parce que je n'ai pas pu m'empêcher, Monsieur Velas. Donc, vous avez été le responsable du premier CEM2R labellisé en France en 2002. Grâce à vos idées, impulsions, vous avez largement participé à la cartographie actuelle des 28 CEM2R, des consultations mémoire, aussi à tout ce maillage à l'heure actuelle dans notre pays, de cette prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Un des meilleurs du monde, il faut le dire, il faut être fier de notre filière Alzheimer à l'heure actuelle. Vous avez aussi, bien sûr, été présidente de la fédération, vous êtes aussi à l'origine de celle-ci, au niveau international, et donc je m'approche à notre sujet. Au niveau international, votre rôle dans les avancées, dans la recherche thérapeutique, dans la maladie d'Alzheimer a été simplement essentiel. Depuis plus de 15 ans, vous avez participé activement à la recherche d'un traitement modifying de la maladie par beaucoup de moyens, des task force, des congrès, des boards pour optimiser le design des nouveaux essais thérapeutiques. Vous avez su rassembler les meilleurs experts académiques et industriels du monde entier autour de ce sujet. Et enfin, nous arrivons à notre thématique de votre intervention, c'est l'aducanumab, donc premier traitement ayant eu l'autorisation sur le marché aux États-Unis. Et nous vous avons demandé d'abord nous faire un état des lieux avec votre avis. Voilà, on vous a donné carte blanche un petit peu pour nous présenter qu'est-ce que ça a donné suite à cette mise sur le marché de ce traitement. Et ensuite, le professeur Audrey Gabel, notre présidente de la fédération, va modérer les questions, les réponses, les commentaires avec l'audience. Donc, merci beaucoup, Monsieur Velas. Donc, merci Mariam, merci Audrey, merci au bureau de la Fédération des CM2R et à vous tous. Et bravo pour tout le travail que vous faites. Je peux vous dire qu'on est tous très fiers de voir cette nouvelle équipe-là qui est en route et à laquelle on attend beaucoup. Donc, merci à vous tous et sachez qu'on sera toujours à vos côtés pour être utile chaque fois que c'est possible. Je sais que la tâche est dure, mais on a confiance en vous. Voilà. Alors, comment vous voulez qu'on fasse? Si vous voulez, je peux vous présenter quelques petites diapos et puis après, on peut discuter. On fait comme ça? Oui, parfait. Alors, je vais prendre le partage d'écran. Alors, je vais prendre le partage d'écran. C'est bon, vous voyez mes diapos? Oui, c'est parfait. Il faut juste les passer en plein écran et voilà, c'est nickel. Alors, j'ai demandé l'avis à certains de nos experts américains suite à notre réunion. Je leur ai dit, je vais parler de qu'est-ce qui se fait aux États-Unis. Alors, j'ai demandé tout d'abord à Jeff Cummings, qui est à Las Vegas. Vous voyez ce qu'il nous dit. Il dit, les patients petit à petit sont traités. Ça commence lentement, mais c'est en train d'augmenter. Le financement reste incertain, ce qui est à l'origine des délais les plus importants. Alors, la Federal Insurance, c'est-à-dire le Medicaid, qui correspond un peu à l'assurance maladie, mais qui aux États-Unis n'est systématique qu'après 65 ans, va donner sa réponse, d'après ce que j'ai compris, fin octobre. Donc, ça va être quelque chose de très important, parce qu'aux États-Unis, il y a des assurances privées, mais à partir de 65 ans, tout le monde peut bénéficier du Medicaid, dont ils vont avoir la réponse. Alors, il dit que l'intérêt, c'est que le bénéfice, c'est pour une classe. C'est vrai que si la FDA avait dit non, sans doute que tous les développements actuellement avec le lecanemab, avec le gantenerumab, le donanemab, se seraient peut-être arrêtés ou fortement ralentis.
Donc, le fait que la FDA a dit oui, ça a boosté toute cette classe. Alors, c'est vrai que c'est un pari important, mais non plus ne pas passer à côté d'un traitement qui peut être efficace. Alors, l'introduction de l'aducanumab a été controversée, on le sait. Cette controverse est en train de diminuer et elle va diminuer de plus en plus au fur et à mesure que d'autres anticorps monoclonaux similaires vont être approuvés. Ça, c'est ce que nous dit Jeff Cummings. Alors, je vous rappelle que Jeff Cummings a écrit ce papier-là, quelles recommandations, parce que ce que proposait la FDA, c'était quand même très, très, très large. Donc, ils ont proposé des recommandations plus approfondies. Ce papier qui a déjà été téléchargé plus de 11 000 fois en quelques semaines. Et donc, vous voyez, les recommandations, c'est de commencer à 1 mg, de passer ensuite à 3 mg, 6 mg, 10 mg, et de faire des IRM. Si jamais il y a un doute entre le premier et le 5 et le T4, et ensuite d'en faire un systématiquement avant la 5e dose et la 7e dose. Alors également, ils ont sorti des recommandations pour les équipes auxquelles il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire quelles sont les ressources dont a besoin un centre pour pouvoir prescrire l'aducanumab. Donc, il faut des cliniciens qui soient capables de faire le diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer. Il faut qu'on puisse avoir accès au PET amyloïde ou à la ponction lombaire. Il faut que ces éléments puissent être labellisés. Il faut qu'on puisse être capable de réaliser des perfusions. Donc, dans nos centres, il faut commencer à y réfléchir. Il faut avoir accès à l'IRM. Il faut une expertise pour reconnaître les ARIA. Donc là, il faut s'y préparer aussi, quels que soient les médicaments qui risquent d'être sur le marché. Il faut également donc des experts pour suivre les patients, les familles, être capable de les former, de leur apporter les supports nécessaires. Il faut également, ils insistent sur pouvoir parler de l'APOE4 parce que les risques sont plus importants d'ARIA chez les sujets APOE4 et eux, ils ont tendance de nous amener à proposer ça. Donc, vous voyez ici, c'est comment se réfléchir où on pourrait faire ces perfusions, en sachant que ça peut se faire aussi à domicile avec une infirmière ou dans des centres spécialisés. Alors après ça, j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on pose quelques questions ou on continue en vous disant ce que pose Steve Salloway? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, je pense qu'on posera les questions un peu à la fin, on vous laisse avancer. D'accord. Alors Steve Salloway, qui est très impliqué, vous savez, dans ce domaine, au Butler Hospital, donc il est d'accord avec ce que dit Jeff. Il dit que l'intérêt pour l'aducanumab par les patients et les familles reste haut. Donc, il y a une demande importante des patients et des familles. Le principal facteur limitant actuellement, c'est l'incertitude pour le remboursement. Alors, ils commencent à traiter les gens lentement. Ils se réunissent toutes les semaines pour voir les patients qui sont éligibles. Et puis, les plus grandes raisons pour exclusion, c'est comme on peut s'attendre des stades trop avancés, ou les anticoagulants, il faut se méfier. Il y a énormément de patients sous anticoagulants, donc c'est la question qui se pose. Dans les prochains essais, on va accepter les patients sous anticoagulants parce que ce n'est peut-être pas une raison pour les exclure, ça fait un nombre de plus en plus important de patients. Et ils ont actuellement 15 patients qui sont traités. Et ils en incluent 2 de plus par semaine, 2 de plus par semaine à qui ils proposent le traitement et qui est accepté. Donc, bien sûr, ils demandent qu'il y ait une confirmation amyloïde. Alors, soit c'est l'assurance des patients qui couvre, soit c'est un programme qui est mis en place par Biogen, ou soit des sujets qui paient eux-mêmes pour le produit. Et ils demandent à tous un testing de l'APOE4. Alors, si on reprend les recommandations, ils insistent sur l'APOE4 dans les recommandations pour pouvoir repérer les patients qui sont le plus à risque d'ARIA, ce qui n'est pas recommandé par la FDA. Donc, il y a différence entre les recommandations qu'ils ont publiées dans le GIPAD et ce qui est recommandé par la FDA. Et là, Salloway dit qu'il propose ces recommandations pour l'IRM et la safety qui ne sont pas proposées par la FDA, mais il a un patient, notamment, sans ces recommandations, il serait passé à côté d'un ARIA, un patient pour lequel il a un ARIA avec quelques difficultés. Alors là, vous pouvez reprendre dans les papiers du GIPAD, je ne vais pas insister, toutes les recommandations qu'il faut faire, notamment quand il y a un ARIA, mais il faut s'y préparer pour que nos équipes soient prêtes. Je dirais que là, il y a
Il faut rappeler qu'il y a simplement 6,2% des patients dans les essais thérapeutiques où on a arrêté le traitement en raison de l'ARIA, contre 0,6% dans le groupe placebo. Il y a aussi des ARIA dans le groupe placebo, hein, vous le savez, mais c'est important de le noter. La plupart des ARIA avaient été dépistés au niveau d'IRM, et tout ça, vous le savez. Alors, après ça, j'ai demandé l'avis à Georges Ruiz, qui est un gériatre, lui, qui est à Miami. Donc, lui nous dit que le Medicare et le Medicaid, dont je vais vous parler, vont répondre. J'ai cru comprendre à la fin du mois d'octobre, et c'est important parce que ça correspond à 80% des patients éligibles par l'aducanumab qui sont pris par le Medicare. Lui, il pense que le Medicare va financer. Parce que pour le Medicare, ce serait très difficile de refuser un traitement qui a été approuvé par la FDA. Parce que c'est un organisme d'État qui va prendre une conclusion en fonction d'un autre organisme d'État. Donc, si un premier organisme d'État, qui est la FDA, dit ce médicament est accepté et apporte un bénéfice, ce serait sans doute difficile pour le Medicaid, qui est un autre organisme d'État, de dire nous, on ne le finance pas pour simplement un problème financier, ce qui créerait un problème qui, aux États-Unis, ne serait, d'après lui, très difficilement accepté. Donc, ils attendent, on va le savoir, je crois, dès la fin du mois d'octobre, donc c'est ça. Alors, concernant les vieilles hospitals qui sont importants et qui voient beaucoup de seniors aux États-Unis, il dit que, de façon générale, le vieil hospital ne rembourse pas pour l'instant l'aducanumab, sauf pour des patients très sélectionnés qui sont dans des centres très sélectionnés. Donc, il faut savoir que les vieilles hospitaux, c'est un peu comme les hôpitaux militaires, mais les hôpitaux militaires qui, en France, continueraient à avoir les seniors parce qu'ils ont vu le vieillissement des anciens militaires. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce programme. Mais ce n'est pas là que se situent les grands centres Alzheimer qui ont la grande expertise. Mais ceux qui l'ont, là, ils le remboursent. Alors, concernant les centres académiques, il y a le Cleveland et le Mont Sinai qui, pour l'instant, ne remboursent pas l'Adulem. Par contre, il y a d'autres assurances privées. On parle de assurances privées parce que c'est chaque fois des millions de personnes. Donc, il y en a qui ne le remboursent pas, comme le Cross Blue, sauf dans quelques endroits, notamment dans le Michigan. Et vous voyez également d'autres. Donc, ça dépend des villes et des États. Le Primary Blue Cross, il y en a un là qui le finance, notamment qui l'a mis dans sa liste, d'autres non, et d'autres qui n'ont pas encore décidé, qui sont des très gros, ils attendent la réponse du Medicare. Alors, ce qu'il faut important, c'est que les données peuvent évoluer. Il va y avoir une présentation très importante au CITAD, qui est sous embargo, dans l'ensemble de la population, où vont être présentés les résultats de l'aducanumab avec un biomarqueur plasmatique qui est la phosphoto, que là, ils ont sur l'ensemble de la population, et également les liens entre ce biomarqueur plasmatique et les fonctions cognitives. Donc, ces données vont être disponibles. Donc, on risque d'avoir des modifications des prises en charge en fonction des données qui vont être de plus en plus disponibles. Également, la publication des essais dans une très grande revue va arriver prochainement. Voilà, donc voici les quelques diapos très rapidement que je voulais vous montrer. Là, j'ai arrêté mon partage d'écran pour qu'on puisse discuter maintenant. Oui, oui. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui souligne un peu les difficultés qu'on voit plus aux États-Unis, mais aussi liées à leur mode de fonctionnement, de remboursement. Et c'est très lié au prix aussi qui a été affiché aux États-Unis. Du coup, est-ce que vous pensez que si on a l'accord européen et en France, on sera sur les mêmes types de prix. Est-ce que ce sera aussi compliqué à mettre en place, sachant qu'on n'a pas du tout le même système de santé?
Et puis, par rapport aux recommandations dans le journal, donc qu'on mettra aussi, je pense, à disposition sur le site de la fédération, parce que c'est vraiment des choses majeures sur lesquelles on devra réfléchir, qu'on a commencé à réfléchir sur l'aspect de la cartographie, mais il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que vous voyez des spécificités françaises qui pourraient être modifier un petit peu les recommandations qui ont été faites au niveau international? Alors, pour le prix, je ne sais pas trop, mais j'en ai parlé à des experts, à des collègues, faites-le vous aussi, à des amis oncologues. Et ils me disent que c'est le prix classique de l'immunothérapie. Donc, ce prix, c'est le prix habituel. Pour eux, ça ne les choque pas. Faites-le de votre côté, mais ils disent ça. Et de l'immunothérapie dans le cancer qui n'est pas non plus curative, hein, dont le but, c'est de ralentir la maladie. Donc, d'après ce qu'ils me disent, c'est le prix habituel de l'immunothérapie. Alors, la question qui va se poser, est-ce que ce qu'on traite pour le cancer, avec les mêmes difficultés et les mêmes effets, on ne le fait pas pour la maladie d'Alzheimer, qui reste quand même une pathologie très sévère, hein. Donc, je crois que là, nous, il faut qu'on sache quand même défendre nos malades, parce qu'une maladie d'Alzheimer, surtout quand elle débute à un âge assez jeune, c'est très important de pouvoir proposer des thérapeutiques. Alors après, le système, j'ai l'impression qu'en France, on a peut-être plus tendance à accepter qu'on ne rembourse pas un médicament parce qu'il est cher plutôt qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens ne vont pas accepter ça. Je paie des impôts, c'est pour qu'on me rembourse le médicament, à partir du moment où on me dit qu'il marche. Donc, on va voir ce que dit l'agence, l'EMA. Hein. Mais si l'EMA donne une autorisation, je pense qu'il va y avoir un peu, comme ça se passe aux États-Unis, des débats d'experts avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et les financiers qui vont se servir aussi de ces débats, hein, parce que pour des décisions. Donc, alors, si on peut avoir une voie intermédiaire qui serait un peu comme ce font les VIE hospitaux, c'est-à-dire qu'ils le donnent dans certaines conditions pour certains centres experts au début, dont ils savent que tout sera réalisé dans de bonnes situations. Moi, ça me semblerait quand même opportun qu'on puisse faire ça, parce que sinon, on va avoir une sélection qui va être par l'argent. Hein. Si on a une autorisation de l'AMA, ça veut dire que les gens qui pourront le payer auront le produit. Il y a des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est dans les 45 000 $, ça fait 35 000 € à peu près. Il y a des gens qui seront prêts à payer 35 000 € pendant 1 ou 2 ans pour le traitement. Donc, je pense qu'on va avoir des questions qui ne sont pas évidentes. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder la suite des travaux qu'on va avoir de plus en plus. Ces gros essais vont nous apporter beaucoup de résultats, notamment sur les marqueurs plasmatiques. On va avoir des résultats qui nous montrent si le screening par les marqueurs plasmatiques était aussi efficace que le screening par le PET ou la ponction lombaire. Donc, si ces données sont confirmées, sont présentées, ça voudra dire qu'on pourra faire des diagnostics plus facilement. Et après, grâce aux marqueurs plasmatiques, se pose toujours la question, est-ce que de diminuer les plaques amyloïdes est corrélé au déclin cognitif? Jusqu'à maintenant, on avait des petits échantillons. Grâce aux marqueurs plasmatiques, on va avoir des grands échantillons. Donc, attendons les résultats, mais on risque d'avoir des éléments de plus en plus intéressants. Voilà. Et du coup, vous miseriez pour l'accord avec à l'EMA et en France, parce qu'on peut avoir aussi un accord européen et qu'on soit encore réticent en France, comme malheureusement on l'a vu entre le déremboursement des traitements symptomatiques et même le bêta-amyloïde, où on a un peu de retard au niveau du réseau français. Oui, donc s'il y a donc s'il y a un accord européen, à mon avis, la France, ça va être difficile quand même de refuser, nous, d'un point de vue national, les autorisations, d'autant plus qu'on n'a pas les inhibiteurs des coïnestérase. On aurait les inhibiteurs des coïnestérase, on a quelque chose à proposer, mais sans les inhibiteurs des coïnestérase, j'ai l'impression, moi, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'on va voir ce que vont donner les autres anticorps monoclonaux. On va voir les résultats rapidement. Si on a des anticorps monoclonaux qui sont à la fois plus efficaces et avec moins d'effets secondaires, ils vont s'imposer beaucoup plus. Mais si non plus l'aducanumab aura été le premier qui aura montré la voie,
il faut qu'on ne soit pas non plus ingrat, parce que c'est toujours facile de critiquer. Hein. La première personne qui a dit que la Terre était plate, on les a était ronde, ça n'a pas été accepté. Il y a cette étude, la personne qui a dit, vous savez, le premier, qu'il y avait des infections lors de la naissance chez les femmes parce que les chirurgiens ne se lavaient pas les mains, il a été viré de tous les hôpitaux. Et on a su après que c'est là. Donc, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Voilà. En tout cas, ça amène quand même beaucoup d'espoir aussi au niveau des patients. Nous, on a de plus en plus de questionnements. Quand est-ce que ça arrive? Est-ce que ça va arriver? Et à qui on va pouvoir les proposer? C'est vrai qu'il y aura cette question aussi du positionnement des CM2R, des centres mémoire par rapport au diagnostic. On l'a discuté dans la table ronde précédente du diagnostic précoce, avec, on l'espère aussi, les marqueurs plasmatiques qui vont considérablement aider à ce diagnostic précoce et beaucoup plus large. Mais après, il y a l'accès au traitement. Et on l'a vu aussi que l'ensemble des structures, il faudra qu'on se réorganise, qu'on mette aussi des moyens humains supplémentaires. Comment vous voyez cet apport? C'est-à-dire que si on a un accès, entre guillemets, accéléré, ça va aller assez vite aussi. Est-ce qu'il y aura, on va dire, d'abord les CM2R ou consultations mémoire universitaires, ou celles qui auront les moyens et un certain nombre de critères, en particulier les plateaux techniques liés à la ponction lombaire, liés à l'accès à la neuroimagerie en urgence en cas d'effets secondaires? Est-ce que on ouvre, voilà, comment vous voyez-vous l'impact que ça aura sur notre pratique? Moi, je crois donc que si l'Agence européenne dit que le médicament est autorisé, je crois que nous, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de le prescrire à nos patients. Si on suit les recommandations de l'article qu'ils ont publié dans le JPAD, il faudra que les centres aient un certain nombre de critères, c'est-à-dire que, comme tu le disais, un centre qui n'est pas capable de faire un diagnostic précoce, qui n'est pas capable de faire le suivi, qui n'est pas capable de vérifier les ARIA, ne pourra pas le prescrire. Et nous, il faut qu'on ait la place pour les perfusions. Parce que si on voit le Butler qui a ils incluent 2 patients par semaine, quand même, au bout d'un mois, ça en fait 10, mais au bout d'un an, ça en fait une centaine de patients qui viennent tous les mois pour des perfusions toutes les 3 semaines. C'est quelque chose dont il faut commencer à réfléchir dès maintenant, qu'on n'ait pas une limitation à ce niveau-là, surtout si c'est que nous qui pouvons l'utiliser dans un premier temps. Et que, après, ce serait intéressant, parmi les consultations mémoire, je n'ai pas la notion, ce serait un travail intéressant à faire, combien aurait les capacités de le faire. C'est sûr qu'il y a des consultations mémoire qui sont dans des centres hospitaliers qui ont une certaine importance et qui doivent pouvoir le faire. Donc, ce serait intéressant qu'on ait cette vue, c'est-à-dire qu'en France, est-ce qu'il y a 20, 40 ou 80 centres qui peuvent le faire? Après, il y aura les neurologues libéraux aussi qui vont intervenir là. Oui, je pense qu'on sera plusieurs. Après, la question, c'est l'accès aussi au plateau technique, l'accès, comme vous l'avez dit, à des RCP aussi, peut-être, qui permettront de définir si le patient est éligible, et de définir collégialement aussi les aspects d'éligibilité et de suivi. Je pense qu'on va devoir travailler aussi beaucoup plus avec les neuroradiologues et peut-être avec les radiologues vasculaires aussi sur ces aspects d'accès aux urgences en cas d'effets secondaires, pour sécuriser vraiment aussi les patients. Et puis, il reste la question de la POE 4, où pour l'instant, ce n'est pas fait en systématique au sein des centres mémoire. Donc, c'est cet accès-là aussi en termes de diagnostic vraiment global. Il y avait des questions sur le chat sur la suite en fait des études côté biogène, parce que bien évidemment pour l'instant l'accord est pour l'aspect impact sur l'amyloïde, et donc du coup de confirmer l'impact clinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect? Alors, la suite des études de biogène, il y a d'une part le travail qui se fait sur les 2 grosses études actuelles, avec notamment l'étude de l'impact sur les marqueurs amyloïdes plasmatiques, la phosphoto 181 qui sera présentée au CITAD. Donc ça va être des données importantes. Après ça, il y a l'étude qu'a demandé la FDA
Donc, ils y travaillent. Je pense qu'ils vont soumettre le protocole là dans les jours qui viennent. La question qui se posait, c'est est-ce qu'ils faisaient quelque chose qui était très américain ou est-ce qu'ils faisaient quelque chose qui était aussi plus international, quoi. Donc, une des recommandations, ça aurait du sens que ce soit la même grande étude de suivi qui peut être faite partout dans le monde. Donc, ça pose des problèmes de spécificité. Donc, c'est une des difficultés qu'ils ont. Après ça, on aura bientôt aussi les résultats de l'étude qu'ils ont fait dans le prolongement en ouvert. Vous savez, les patients qu'on avait dans les études qui ont été traités, donc ça, c'est un résultat qu'on attend, il sera plus difficile à interpréter. Mais je crois que plus le temps avance, plus on va avoir des données qui vont nous aider à se faire une intime conviction. Le problème, c'est qu'on est plus dans le domaine de l'intime conviction. Voilà, c'est ça, comme c'est souvent le cas en médecine. Voilà. Richard avait une question. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Delas. Bonjour, Audrey. J'ai une question en termes de projection épidémiologique. Si on tient compte du nombre de patients en France diagnostiqués et des indications et des contre-indications du traitement, qui réduit, j'imagine, très considérablement le nombre de personnes potentiellement traitables, est-ce qu'on a une idée quand même globale du chiffre, ou approximativement, bien sûr, du chiffre de patients que ça pourrait concerner, du nombre de patients que ça pourrait concerner? Oui, donc je ne sais pas trop. Alors, en sachant que ça va évoluer, parce que sans doute que si ces médicaments sont sur le marché, il y aura beaucoup plus de diagnostics précoces qui vont se faire. Parce qu'on va en parler, les familles vont être au courant, les médecins généralistes, à ce moment-là, vont plus nous envoyer de chiffres. Sinon, moi, je n'ai pas de chiffres précis. Qu'est-ce que représente l'Alzheimer prodromal et les formes légères? Alors, ça dépend beaucoup des centres. Moi, j'aurais tendance à mettre comme ça, à vue de nez, une forme peut-être autour de près de 10 000 patients quand même en France, quoi, qui seraient peut-être rapidement candidats à ce niveau-là. Après, c'est une question qui se pose, c'est qu'on a tendance, moi personnellement, j'aurais tendance à vouloir traiter les patients les plus jeunes. C'est peut-être pas eux qui vont répondre le plus, d'après les données. Parce que souvent, dans les patients les plus jeunes, il y a des formes qui ont une composante génétique et aussi des formes qui ils peuvent avoir d'autres lésions neurodégénératives. Peut-être que la forme qui va répondre le plus, c'est la personne de 74 ans qui a l'Alzheimer typique, plutôt que le sujet de 60 ans qui a un Alzheimer vraiment précoce. Et les données, d'après ce que j'ai cru comprendre, montrent ça. C'est-à-dire que, et alors ce sera intéressant d'être plus dans le détail, qu'on puisse voir quelle est la population efficace. C'est peut-être pas évident que c'est ce qu'on aurait le plus envie de traiter pour des raisons compassionnelles. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais là, ce serait intéressant aussi que la Fédération des CM2R et des consultations mémoire réfléchisse à ça. Quel volume de patients cela représente actuellement, sachant que ça évoluera vite. Avec du coup Carole Dufouille et quelques personnes aussi des statisticiens, on a modélisé du coup le nombre potentiel basé sur les données d'INSEE en fonction des tranches d'âge et puis les données qu'on avait de la littérature du pourcentage de personnes amyloïdes positifs, soit par le LCR, soit par le PET amyloïde. Entre les MCI liés à l'Alzheimer et les MA légères, on obtient 1,8 million en France en 2022. Alors, ça reste des estimations, hein, donc il y a aussi une fenêtre, un range potentiel, sachant que sur les 1,8 million, on va avoir qu'un plus faible pourcentage qui va pouvoir bénéficier de ces traitements, parce qu'il y a l'aspect des anticoagulants, il y a les contre-indications à l'IRM, il y a les autres comorbidités, il y a éventuellement les homozygotes E4-4, donc qui peuvent être peut-être soumis à caution, ou en tout cas avoir un suivi plus spécifique. Donc je pense qu'on n'a pas le chiffre, mais ça va être beaucoup plus que ce qu'on voit à l'heure actuelle, qui en effet est estimé entre 7 000 et 10 000 patients potentiels. On serait presque 10 fois plus, quoi. Ouais. En sachant que dans ces 1,8 million, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne le seront pas. Oui, qui le sont. On va augmenter
en fait, le diagnostic. Et puis après, il y aura tout l'aspect du suivi. Donc, c'est vrai qu'au départ, les nombres peuvent être un peu faibles, mais quand on va devoir, et on ne sait pas pour combien de temps, les études vont peut-être nous le dire aussi, mais pour l'instant, on ne sait pas non plus combien de temps on va devoir perfuser les patients. Après, il faut savoir, quelque chose d'arrivé, ce que je dis souvent à l'équipe, hein, c'est qu'on s'attend qu'il y ait beaucoup de monde, mais après, il y a tellement de freins à l'innovation qu'on est souvent déçu et que ça risque d'être lentement progressif, un peu comme ça se voit aux États-Unis, hein, parce que les freins à l'innovation, ils sont importants. Hein. On le voit pour le vaccin. On a pour le vaccin quelque chose d'évident qu'il faut le faire. Il y a des manifestations dans la rue. Donc, pour quelque chose comme l'aducanumab, on va avoir des freins aussi importants. Puis après, il y avait encore juste des questions sur l'aspect, est-ce que vous pensez que ce sera possible en hospitalisation au domicile, ou en tout cas en accès au domicile pour accéder, enfin pour qu'il voilà, y ait plus de patients et qu'on ait moins de limitations liées à nos structures? Alors, d'après ce ils disent dans le papier de recommandations que les effets secondaires, ils arrivent quand même, surtout dans une période, c'est à peu près entre le 3e et le 8e mois, mais après ça, il y en aurait bien moins. Donc, il y a peut-être une période où il faut être plus vigilant que dans une autre. Et après, si c'est des traitements qui deviennent chroniques et qui durent pendant un moment, sans doute que ça va se faire à domicile, surtout si on a en plus des traitements par voie sous-cutanée dans l'avenir. Hein. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'impact cognitif, en fait, parce que bon, ça reste un petit peu décrit, puisqu'il y a une étude qui est positive et l'autre qui ne l'est pas. Est-ce que vous pensez que, du coup, on va avoir un impact encore plus net sur les prochaines études? Vous qui avez vu des patients, on en a tous hein, dans les essais thérapeutiques, mais même si c'est des fois difficile d'interpréter sur nos propres patients qui sont inclus l'impact que ça peut avoir sur l'essai globalement. Mais quelle est votre analyse là-dessus? Moi, le sentiment que j'ai, c'est que je vois mal quand même comment les résultats qu'on voit, ils seraient dus au hasard. Ce résultat qui augmente avec la dose, positif dans un essai, négatif dans l'autre, mais qui devient positif dans le sous-groupe qui a reçu les fortes doses. J'ai du mal à concevoir que ce soit dû vraiment au hasard et qu'il n'y ait pas d'effet du tout. Après, la question qui se pose, c'est si on traite les patients plus longtemps, est-ce que c'est plus important ou moins important? Donc, on ne le sait pas, on va le voir vers les données, mais ça va être extrêmement important. Hein. Si plus on traite le patient tôt et plus on le traite longtemps, plus on ralentit la maladie, c'est quand même extrêmement important pour des pathologies aussi sévères. Donc, tout ce qu'on va avoir qu'on aura aussi par la pratique clinique, hein, ça va nous aider considérablement. Voilà. Et les autres anticorps monoclonaux, on va voir ce que l'avenir va nous apporter, mais moi j'ai tendance à être quand même assez optimiste. Je me demande si on ne rentre pas dans la voie un peu comme dans l'oncologie, qu'on a les premiers traitements comme ils ont eu en oncologie, qui ont apporté des progrès, puis d'autres après de plus en plus de progrès, etc. Moi je vois le traitement de la maladie d'Alzheimer, le futur, dans deux directions. Une qui est pour les formes avérées, un peu comme dans l'oncologie, avec des traitements, des bithérapies, etc., qu'on n'hésite pas à donner pour un patient qui a un cancer, même qui a le même âge que l'Alzheimer. Hein. Dans les patients qui ont un cancer, il y en a les 2 tiers qui sont diagnostiqués après 65-70 ans. Hein. Il n'y a pas que les sujets très jeunes. Et après, la prévention, avec les biomarqueurs plasmatiques, peut-être des traitements qu'on aura. On a eu les inhibiteurs des bêta-sécrétases là, qui ont été négatifs, mais peut-être qu'on a trop diminué la production amyloïde, qu'il fallait avoir des doses peut-être plus faibles, et peut-être qu'on aura une voie un peu comme les statines dans les maladies cardiovasculaires, hein, c'est-à-dire une prise de sang, on voit quelqu'un commence à produire le peptide bêta-amyloïde, on lui donnera un traitement par voie orale pour empêcher de produire le peptide amyloïde. Donc on va avoir, à mon avis, un mix avec ce qui se fait en oncologie et ce qui se fait en cardiologie dans ce domaine. C'est un peu la vue que je verrai. Et du coup, ça nécessite aussi qu'on accélère sur le diagnostic et qu'on soit beaucoup plus dans le repérage aussi des formes précoces
Du coup, on a beaucoup discuté aussi sur la place du médecin généraliste et vous qui connaissez bien ça sur cet aspect de parcours, comment vous pensez qu'on peut arriver à mobiliser encore plus les médecins généralistes dans cet axe-là de nouveaux traitements? Est-ce qu'avec cet aspect de nouveaux traitements, ils vont suivre et se mobiliser? Ou est-ce que vous pensez que malgré l'impact thérapeutique que ça peut avoir, ils vont rester comme on l'a eu un peu sur les anticholinéstérasiques? Moi, je pense, et j'en ai bien peur, que même si les traitements sont approuvés, il va y avoir de controverses. Et beaucoup de gens vont se servir de cette controverse pour ne rien faire. Donc, on va avoir certains médecins généralistes qui, devant un patient, parce que je crois que la demande des patients va rester haute, nous enverra des patients, mais beaucoup d'autres, avec des patients moins éduqués, ne nous les enverront pas, parce qu'on aura quand même la même controverse chez nous que ce qui est à lieu. C'est pour ça que je crois, pour les médecins généralistes, à inclure la mémoire parmi d'autres fonctions, comme fait l'OMS avec le programme ICOP. C'est-à-dire qu'au médecin généraliste, son rôle, c'est la prévention, ils le savent. Le rôle aussi, c'est le maintien de l'autonomie et la prévention de l'indépendance. Donc, ils évaluent les principales fonctions que sont la vue, l'audition, la mobilité, la nutrition, la mémoire. C'est pour ça que c'est une grande chance que l'OMS ait retenu la mémoire. Ils ont retenu que 6 fonctions, et dans ces 6 fonctions, il y a la mémoire. S'ils n'avaient pas dit la mémoire, là, on était face à un mur. Incluant la mémoire et de façon intégrée avec l'humeur, les médecins vont être amenés à faire des diagnostics beaucoup plus précoces de patients de maladie d'Alzheimer. Et donc là, mais je crois plus à cette action intégrée pour la médecine générale. Voilà. Parce que cette action intégrée pour la médecine générale, je vois mal comment ils peuvent la refuser, quoi. Surtout qu'on part sur une prise en charge à ce niveau-là. Marianne vous en parlait, un financement qui peut intervenir de 2 façons, soit avec l'AMI, qui est limité à un certain nombre de sujets, mais les ARS. Les ARS sont très positifs dans ce sens-là. Donc, ils peuvent avoir des financements par les agences régionales de santé et toutes les conventions qu'ils font. Donc, et ça va les amener à faire un diagnostic précoce, parce que c'est vrai que quand quelqu'un commence à avoir un problème au niveau de l'orientation, ou quand un patient commence à avoir un problème au niveau des 3 mots, c'est là qu'on va faire des diagnostics précoces. Et sur l'accès au plasma? L'accès au plasma, moi, je pense qu'il va falloir booster là. J'ai l'impression que les biomarqueurs plasmatiques, moi, j'y crois quand on voit qu'on a une spécificité, sensibilité qui est très proche par rapport au PET amyloïde, c'est quelque chose qu'il faudra. Donc après, il y aura aussi, toujours pareil, il y a des freins à l'innovation, mais quand on a quelque chose de positif, ce sera comme quelqu'un qui a un cholestérol élevé, etc. On ira un peu plus loin selon les cas. Mais ça devrait aider les médecins traitants. Je crois que les médecins traitants, s'ils ont un marqueur biologique plasmatique, ils feront comme pour le cancer de la prostate avec les PSA. Maintenant, très peu de médecins traitants font des TR. À une époque, moi je me souviens, on nous disait qu'il faut faire un TR systématique tous les ans à un sujet de 65 ans ou des 55 ou 60 ans. Les touchés rectaux, ils n'en font pas, mais ils font le dosage des PSA et PSA positifs, ils envoient à l'urologue. Donc, quand ils auront ces biomarqueurs, je crois que c'est une façon pour laquelle ils nous enverront les patients. C'est pour ça que ces biomarqueurs, à mon avis, il faut qu'ils puissent être prescrits par les médecins généralistes. Les biomarqueurs plasmatiques. Les biomarqueurs plasmatiques. Ouais. Les biomarqueurs plasmatiques, il faut à tout prix qu'ils soient prescrits par les médecins généralistes. Moi, je sais qu'à une époque, dans le plan Alzheimer, j'avais dit, quand les inhibiteurs des cholinéstérase étaient génériqués, qui ne valaient pas très cher, il faut donner la prescription au médecin généraliste. On aurait donné la prescription au médecin généraliste, il serait toujours remboursé actuellement, parce qu'on n'aurait pas eu un lobbying des médecins généralistes contre. Et là, je pensais que c'était uniquement pour des questions scientifiques que ça avait été déremboursé. Non. Moi, je pense que si on leur avait donné la prescription, ils seraient toujours remboursés, comme dans tous les autres pays. Dans les autres pays, aux États-Unis et ailleurs, c'est remboursé parce que les médecins traitants pouvaient les prescrire. Et voilà, donc c'est à cause de ça qu'à mon avis, ils étaient fortement déremboursés.
Après, il y avait des questions de l'audience sur la durée potentielle en fait du coup de ces immunothérapies de manière globale. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une diminution en fait des doses, puisqu'on voit aussi l'impact et de l'effet dose qui est très net, mais aussi potentiellement avec le 10 mg par kilo, un tout petit peu plus d'effets secondaires. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, lorsqu'on aura normalisé la charge amyloïde, on va rediminuer les doses pour trouver une sorte de traitement chronique, un boost pour limiter l'amyloïde et puis après un traitement de fond? Non, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Il faudra atteindre les fortes doses pour avoir un effet, un peu comme en cancérologie. Sans les fortes doses et les effets secondaires, ils n'ont pas d'effet. Mais une fois que les plaques amyloïdes ont bien disparu, sans doute qu'on pourra donner soit des formes, des formes beaucoup plus légères, soit on pourra donner des traitements par voie orale. C'est ce qui risque d'arriver. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller dans ce sens-là. Voilà. Et du coup aussi sur l'aspect de doses cumulées, puisque du coup c'est un des arguments aussi entre la différence des deux études de phase 3. Est-ce que vous pensez qu'il y a cet impact de doses cumulées plutôt que de doses maximales, on va dire? Moi, j'ai l'impression qu'il faut atteindre la dose, quand on voit les datas, il faut atteindre la dose maximale et pendant une période suffisamment longue. Donc, c'est cet élément. Mais je ne pense pas que, par exemple, rester à 6 mg pendant longtemps soit plus efficace que d'arriver à 10 et d'avoir 10 pendant suffisamment de temps. Moi j'ai l'impression, tel que je vois l'historique, Maria disait que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille sur les essais thérapeutiques. Ce qu'on peut dire, c'est que on a fait des essais thérapeutiques tout d'abord qu'on a voulu disease modifying, mais on prenait des formes, y compris des formes modérées à sévères, donc c'était trop tard. Puis, après, on a voulu faire les formes légères, mais dans les formes légères, on s'est aperçu, quand on a eu les biomarqueurs, qu'il y avait 30% qui n'avaient pas de maladie d'Alzheimer. Donc, comment est-ce qu'on pouvait avoir un essai positif alors que 30% n'avaient pas de maladie d'Alzheimer? Puis après, on a fait des essais ciblés où on a pris des formes légères, amyloïdes positifs, et on a donné des anticorps monoclonaux, mais à dose trop faible. Et puis après, on a fait des anticorps monoclonaux à dose ciblée, des sujets à un stade précoce qui avaient des plaques amyloïdes et pour lesquels on a donné des fortes doses. Et là, on voit apparaître un effet. Donc là, il y a quand même, pour les gens qui disent tout est négatif, il y a quand même une suite logique qu'on voit à tout ça. Et le drame, c'est que, et là, il faudra que vous battiez, on n'inclut pas assez de patients en France dans les essais thérapeutiques. Donc, on perd des années, on n'avance pas à cause de ça. Donc, une mission de la Fédération des CM2R, je pense que cette année, j'ai vu les chiffres, on va arriver à 80 patients inclus en France dans des essais thérapeutiques. Il faudrait qu'on soit à 800. Donc, il faut absolument donner des moyens pour qu'on soit capable de faire ça. Si on arrive à 800, on ira 10 fois plus vite pour les essais thérapeutiques. Comment est-ce qu'on peut trouver des traitements dans la maladie d'Alzheimer si on n'inclut que 90 patients en France et donc 400 en Europe et voilà, donc on ne peut pas. Donc je crois que l'étape numéro 1, comme ça a été fait en cancérologie, qu'on puisse inclure un grand nombre de patients beaucoup plus importants. Et là, on ira beaucoup plus vite. Il y a plein de questions auxquelles on se pose, on aurait déjà les réponses si on serait allé plus vite. Et si on avait un nombre de patients plus important. Quand on dit la corrélation entre les plaques amyloïdes et les fonctions cognitives, si on incluait beaucoup plus de patients beaucoup plus vite. Donc là, il y a quand même un combat à faire et qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des moyens publics, qu'on ne dépende pas que des moyens de l'industrie, parce que quand les moyens de l'industrie s'arrêtent, après on a nos équipes qui ne sont pas assez pérennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, et y compris sur les territoires avec des consultations mémoire qui puissent le faire. Donc ça, c'est un élément indispensable. Du coup, oui, en effet, on a travaillé là-dessus et à la fin du mois, il y aura l'annuaire des essais cliniques qui sont disponibles en fait, dans les consultations mémoire qu'on va diffuser en fait, sur le site de la Fédération des centres mémoire. Donc, l'objectif en fait, est de recueillir l'ensemble un corpus minimum d'informations sur les essais
avec le type d'essai, le recrutement, si c'est en cours, à venir ou si ça a été arrêté, à diffuser le plus largement possible, bien sûr aux professionnels, mais aussi potentiellement aux patients et à l'aidant, parce qu'on voit aussi de plus en plus de personnes qui arrivent au CM2R parce qu'il y a un aspect essai thérapeutique et qui veulent être dans l'aspect thérapeutie innovante, quel que soit le type. Et puis quand même, voilà, tout ce qui a été discuté de cet accord américain d'accès au marché fait que ça bouge aussi en France et qu'il y a une volonté, peut-être pas encore assez exprimée parce qu'on n'a pas non plus l'accord des autorités en Europe et en France, mais il y a vraiment une volonté des patients de pouvoir accéder à ces traitements. On parlait tout à l'heure sur l'aspect des potentiels effets secondaires. Est-ce que vous trouvez que ça va être un frein à l'accès à ces traitements ou pas, sachant qu'il y a toujours eu la question peu d'effets secondaires. Là, on voit l'effet sur les plaques et c'est en train certainement d'être montré l'effet sur l'aspect cognitif potentiel. Est-ce que vous pensez que du coup, on va avoir de plus en plus, parce qu'il y aura un nombre important de patients qui sera recruté, d'effets secondaires, et si ça va être un frein à l'utilisation de ces produits? Alors, si le suivi est bien fait, on voit que les patients pour lesquels on a arrêté le produit à cause d'effets secondaires, c'est 6%. Donc, c'est quelque chose qu'on peut largement accepter. C'est bien moins qu'en cancérologie et ces 6%, c'est réversible après. Donc, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir accepter. Donc, après, c'est les moyens qu'on a pour pouvoir suivre ces patients, etc. Donc, je crois qu'il va falloir se battre comme a fait l'oncologie. Je crois que le prochain grand combat avec l'oncologie, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut se battre unis entre les disciplines pour avoir les centres pour pouvoir faire ça, faire ce suivi, faire bénéficier aux patients de ces traitements, parce qu'on aurait un traitement qui, en cancérologie, serait arrêté que c'est 6% des patients. Ils trouveraient ça extrêmement important, quoi. Donc, je pense que ça peut être un frein, c'est pour ça que la question est bonne, ça risque d'être un frein, mais ça ne devrait pas l'être. Après, le frein qu'on a pour les essais thérapeutiques, c'est informer, mais après, il nous faut la masse humaine nécessaire, parce qu'en consultation, on a tous beaucoup de travail, donc on peut parler d'un essai, mais si on n'a pas une équipe après qui est capable de faire le relais, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre au pouvoir public, qu'il nous faut absolument ces structures, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Les moyens et aussi l'aspect de plateau technique, parce qu'on voit sur les essais thérapeutiques, c'est quand même de plus en plus spécifique, complexe, et donc ça nécessite non seulement des équipes qui sont ultra formées, mais une grosse coordination avec les plateaux techniques d'imagerie, de biologie. Après, potentiellement, il y aura quand même l'accès aussi à des nouveaux dispositifs, puisqu'on parle sur les essais thérapeutiques, il peut y avoir des cohortes virtuelles, il peut y avoir l'accès aux outils digitaux. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre d'augmenter l'accès aux essais thérapeutiques et aussi de permettre de recruter plus? On en a parlé sur ICOP, sur la détection, mais peut-être d'autres choses. Si, les outils digitaux, tout à fait. Dans ICOP, où on suit maintenant bientôt 12 000 patients, il y en a 20% qui l'ont fait eux-mêmes. C'est quand même déjà plus de 2000 patients qui eux-mêmes ont fait le test et donc on les suit par télésuivi. Et là, on va repérer des patients qui débutent une pathologie de type Alzheimer. Donc ça, je pense que ça va être extrêmement vrai. Il faut le développer. Je crois beaucoup au digital plus les biomarqueurs sanguins. Donc le digital, le patient, il va voir son médecin, les biomarqueurs sanguins, et puis ça nous les adresse dans les services. Mais après, dans les services, il faut qu'on puisse s'organiser et il faut qu'on puisse avoir quand même un minimum de moyens pour ces essais thérapeutiques. À mon avis, ce n'est pas normal que nos équipes elles soient financées simplement par l'essai thérapeutique. Il faut qu'il y ait un financement structurel en plus.
Et du coup, de votre expérience sur Toulouse, l'outil, par exemple, d'ICOP a permis d'augmenter la filière, en tout cas le recrutement dans les essais thérapeutiques, parce que ça peut être aussi intéressant pour l'ensemble des consultations mémoire et des CM2R d'utiliser ces outils pour optimiser leur recrutement, même si on est complètement d'accord qu'il faut après qu'on optimise les ressources humaines localement pour avoir une équipe qui est dédiée maintenant sur les essais thérapeutiques. On ne peut plus faire autrement. Oui, je pense que ça va être l'outil pour lutter contre le frein qu'on peut avoir pour la polémique, c'est-à-dire que des médecins qui, à faute de la polémique, ne nous envoient pas, dans le cadre d'ICOP, ils vont être amenés à nous les envoyer. Et ça fait des diagnostics précoces. Moi j'ai eu pour la première fois, c'était la semaine dernière, à ma consultation, un médecin qui m'a écrit dans une lettre qu'il avait fait ICOP, il s'était aperçu dans ICOP que le patient faisait une erreur au rappel des 3 mots. Il n'aurait jamais fait ce rappel des 3 mots sans le test de ICOP. Donc, il me l'a adressé pour ça. Et c'est un patient qui serait passé à côté, hein, parce qu'il présentait très bien, il était encore complètement autonome, il serait passé à côté. Donc, je pense que c'est un moyen qui va nous aider en allant beaucoup plus en amont. Un autre élément qui va être important, c'est qu'il y a des travaux qui ont montré que d'un point de vue physiologique aussi, on a gagné 10 ans. C'est-à-dire que les gens qui ont 75 ans, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait au Japon, on n'a pas encore fait en France, mais ils ont le même état physiologique qu'avaient les gens de 65 ans il y a 30 ans. Donc, on va avoir toute une gamme de populations qui ne vont pas accepter qu'on ne les traite pas. Autant quelqu'un qui avait 75-80 ans avant, mais maintenant, c'est des gens qui sont en pleine forme, ils n'accepteront pas de ne pas être traités. Et c'est vrai que on aura bientôt, on l'espère, on y travaille dessus, un âge biologique à côté de l'âge chronologique. Et donc, avec l'âge biologique, on verra bien. Et donc, ça va être, je pense, extrêmement important. Donc, il va y avoir cette révolution qui va apparaître très vite. On le voit, c'est-à-dire que du fait des progrès qu'il y a eu au niveau de notre société, il y a cette notion d'âge qui s'efface un peu. Et donc, il ne faudra plus que ça reste une barrière qui est plus sociétale et psychologique que vraiment basée sur des faits. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence et voilà, tous vos commentaires de l'expertise que vous nous avez partagée. Ça donne beaucoup d'espoir. Il y a encore beaucoup de travail, mais on a tout à fait les compétences et les outils dans les consultations de mémoire. Et puis, on l'a vu, il y a une vraie motivation à participer en fait, à ces enjeux de diagnostic et de traitement. Merci beaucoup, Bruno Velas, de nous avoir fait partager ce moment. Bon, merci Audrey, merci à tous. Et vous avez compris, il faut continuer à se battre, rester confiant et ne pas se laisser faire. Allez, merci. Et donc, il y avait peut-être une toute petite micro-pause, mais en fait, non. Donc, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir le professeur Richard Lévy, qui travaille à la Salpêtrière et qui a développé le Front Lab sur le syndrome frontal et qui a de nombreux travaux. On ne va pas refaire l'ensemble de sa biographie, vous le connaissez, expert en cognition et en particulier sur le comportement, sur le lobe frontal des maladies neurodégénératives. Et on lui a proposé d'ouvrir donc cette deuxième partie de séance plénière sur l'évolution de ce lobe frontal avec voilà, un aspect tout à fait passionnant de l'évolution finalement de notre cerveau au cours de l'évolution des espèces. Merci beaucoup, Richard, de partager avec nous toutes ces connaissances et j'espère qu'il y aura plein de questions. Merci Audrey, merci à tous, merci pour l'invitation qui m'est faite. Alors, bon, ça peut paraître à première vue éloigné des préoccupations quand on entend le topo sur la décanumab et l'arrivée très prochaine de médicaments qui, je l'espère, auront une efficacité dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas si éloigné que ça. Alors évidemment, vous pourrez prendre cet exposé sur l'aspect scientifique, sur l'aspect connaissance générale et l'intérêt que vous pouvez avoir pour la cognition. Mais vous pouvez aussi le prendre comme une phase préalable à l'apparition de médicaments, de traitements, dans le cadre de pathologies qui touchent le lobe frontal, en particulier les formes génétiques de dégénérescence lobaire frontotemporale. Pourquoi ?
parce que finalement, les cibles, notamment dans les essais thérapeutiques qui vont arriver pour les formes génétiques de DFT, sont des cibles de plus en plus précoces. Et plus on arrive vers le présymptomatique, mieux c'est. Or, ce qui caractérise ces pathologies, c'est la subtilité des difficultés au tout début de la maladie, et la conversion qui va être faite entre le présymptomatique et le symptomatique va se baser sur des éléments extrêmement subtils. Or, ce qu'il y a de plus subtil dans le comportement, c'est ce qu'il y a de plus élaboré, et probablement ce qui confère à l'homme ses particularités par rapport aux autres espèces animales. Donc, en d'autres termes, bien connaître cette évolution, enfin essayer de bien connaître cette évolution des autres espèces animales vers l'homme, c'est aussi mieux appréhender ce qui caractérise le plus finement les fonctions frontales et celles qui vont peut-être être touchées en tout premier lieu dans les pathologies qui nous intéressent. Alors, il y a donc, voilà comment on peut connecter, si vous voulez, la partie que je vais vous présenter, maintenant l'exposé que je vais vous présenter, à la clinique. Mais néanmoins, j'espère que vous y trouverez un intérêt indépendamment de la clinique pure. Alors, je vais donc passer en mode partage d'écran. OK, et je vous envoie donc ma présentation, que voici, en plein écran si possible. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Est-ce que je peux avoir un retour pour voir si tout va bien? Parfait. OK, super. Alors, pour envoyer cette présentation, je vais m'adosser sur un de nos maîtres, le professeur François Lhermitte, qui, vous le savez, est un médecin qui a beaucoup fait avancer les connaissances sémiologiques sur le cortex préfrontal. Et François Lhermitte écrivait que plus on s'approche des structures dites élémentaires, plus la transposition à l'homme devient réalité, puisqu'il s'agit des mêmes neurones. Donc, en gros, plus on descend vers le tronc cérébral, plus les différentes espèces d'animaux se ressemblent. Et inversement, plus on s'élève dans l'échelle des comportements, plus la transposition à l'homme est interdite, puisqu'il ne s'agit plus du même organe. Donc, pour François Lhermitte, il y avait clairement un saut d'espèces, en quelque sorte, entre l'homme d'un côté et les autres espèces animales, dès que l'on s'élevait vers les fonctions intellectuelles, dès qu'on s'élevait dans les parties les plus hautes des hémisphères cérébraux. Et donc, je voudrais qu'on teste cette hypothèse parce qu'elle est très importante, elle est ontogénique, en quelque sorte, ontologique, pardon. Et donc, la question, je vais la poser différemment, mais c'est la même question. Est-ce que l'homme est un singe différent des autres singes? Est-ce que, dans la perspective frontale, y a-t-il un saut d'espèce entre, allez, on va dire, les singes et puis l'homme, les singes représentant les autres espèces de mammifères, et l'homme, une espèce très particulière? Alors, il y a plusieurs façons d'entrer dans la question, et la première façon, c'est de définir d'abord le cortex préfrontal et essayer de le définir anatomiquement, puis fonctionnellement. Et avec la question qui reste bien sûr sous-jacente au problème posé, quelles sont les homologies qui existent entre l'homme et les primates non humains? Alors, le premier point, c'est comment on définit le cortex préfrontal. Il y a trois grands types de critères. Le critère basé sur la cytoarchitectonie, le critère basé sur la connectivité du lobe frontal, et puis un critère d'anatomie macroscopique quasiment visible à l'œil. Alors, sur le premier critère, le critère de cytoarchitectonie, bien, on ressemble beaucoup aux autres singes, car finalement, le cortex frontal des primates est caractérisé par le développement. Bon, vous savez, c'est un isocortex à 6 couches. Et chez les primates, dont l'homme, il y a une couche 4 qui est particulièrement développée et qui donne cet aspect granulaire du cortex préfrontal que l'on rencontre. Donc, les singes et l'homme ont une organisation cytoarchitectonique à première vue identique en termes de développement des couches, avec cette fameuse couche granulaire, et se différencie du rat, par exemple, qui lui n'a pas de cortex granulaire dans les parties les plus antérieures du cortex préfrontal, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, probablement d'homologie anatomique et fonctionnelle entre le rat et l'homme pour le cortex frontal, malgré les dizaines et les centaines de travaux, voire les milliers de travaux qui ont été faits sur le cortex frontal du rat pour essayer de mieux comprendre celui de l'homme. L'autre point intéressant, et qui a un impact dans la DFT notamment, c'est que les primates et quelques autres espèces de mammifères très avancés comme les delphinidés, les baleines,
ont un neurone qui n'existe pas dans les autres espèces animales, que sont les neurones, très très grands neurones, qu'on appelle neurones en fuseau, ou les neurones de von Economo. Et ces neurones présents donc, dans les espèces, notamment chez les grands primates, le gorille, le chimpanzé et l'homme, ce sont les neurones qui sont affectés préférentiellement au début de la DFT. C'est probablement la cible débutante de la DFT. Alors, pour quelles raisons, c'est encore en discussion, mais voilà un élément très intéressant qui fait qu'on a quand même, en termes d'organisation cytoarchitectonique entre l'homme et le singe, quand même des ressemblances et des similitudes importantes. Alors, le deuxième critère, c'est la connectivité. Le cerveau de l'homme, comme celui des primates, y compris des petits primates, est organisé en boucle, et notamment le cortex préfrontal est organisé en boucle avec les ganglions de la base, en réseau avec les ganglions de la base. Et cette architecture qui a été parfaitement bien décrite et qui a été rendue célèbre par les travaux d'Alexander Delong et Strick dans les années 80, montre que le cortex frontal projette vers le striatum, qui lui-même projette vers des structures un peu plus en dessous situées, comme le pallidum interne ou la pars reticulata, la substance noire, puis qu'ensuite ces neurones projettent vers certains noyaux du thalamus, le noyau ventromédian principalement, le noyau antérieur, et ensuite retournent vers le cortex préfrontal. Alors, cette organisation bien décrite chez le mammifère a été plus récemment décrite chez l'homme grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, et notamment grâce à l'IRM de diffusion et donc à la tractographie. Et ces techniques, donc voilà, voici un exemple ici de l'équipe de Stéphane Léry, à la Pitié-Salpêtrière, montrent que l'on retrouve cette architecture en boucle reliant différentes sous-régions du cortex frontal au ganglion de la base. Et donc, par exemple, ici, on montre bien que la région dorsolatérale du cortex préfrontal est connectée à la tête du noyau codé, alors que les régions plus putaminales, elles sont reliées au cortex moteur et cortex prémoteur postérieur. Donc voilà un mode d'organisation qui rejoint celui du singe. Alors, néanmoins, en odologie, en connectivité, si l'on va jusqu'au bout, il y a quand même des différences. Un des grands critères d'odologie pour définir le cortex préfrontal, c'est sa connectivité, ses afférences en provenance du noyau dorsomédian du thalamus. On définit le cortex préfrontal selon ce critère odologique en fonction de ses projections en provenance du noyau dorsomédian. Et il se trouve que le thalamus augmente en taille proportionnellement, notamment le noyau dorsomédian du thalamus, proportionnellement à la taille du cortex préfrontal. C'est particulièrement vrai chez les grands primates. Mais il se trouve que le noyau dorsomédian du thalamus a des efférences vers d'autres structures corticales et pas uniquement vers le cortex préfrontal. Donc, si vous voulez définir sur ce critère d'odologie le cortex préfrontal, tombe sur ce point un peu gênant, qui est que le thalamus projette vers d'autres régions, notamment le noyau dorsomédian, que le cortex frontal, et donc on ne peut pas le définir uniquement sur ce critère odologique. Alors reste le critère de macroscopie, qui est combiné finalement d'une certaine façon à la cytoarchitectonie, la macroscopie en gyri, sillon. Et donc là, vous avez ici un cerveau humain, et puis vous avez un cerveau de macaque rhésus. Et donc, vous voyez tout de suite une première différence, c'est que la gyration du cortex frontal est très différente entre un homme et un singe. Il est très plissé chez l'homme et beaucoup moins chez le singe. Il n'y a qu'un sillon ici, qu'on appelle le sillon principal. L'autre point, donc il y a 3 gyris chez l'homme sur la partie latérale, il n'y en a que 2 chez le singe. Et vous voyez aussi la taille spectaculaire du cortex préfrontal de l'homme comparativement à celle du singe, avec en particulier un grand développement des parties antérieures, du pôle frontal, qui est franchement moins important chez le singe. Donc, il y a des différences en termes de sillon et de gyri, il y a aussi une différence de taille. Cette différence de taille, elle est très importante, puisque de toutes les espèces animales, c'est chez l'homme que le cortex préfrontal est le plus développé, puisqu'on considère qu'il représente environ un tiers de l'ensemble du cerveau humain chez l'homme, alors que si vous passez directement au chimpanzé avec lequel on partage
plus de 98% de patrimoine génétique, eh bien alors là, le cortex préfrontal diminue à 17%. Et puis si vous passez chez le macaque rhésus, c'est 11%, et chez le chat, c'est plus que 3,5%, et chez le rat, on l'a vu tout à l'heure, il y a des discussions pour décider s'il a vraiment un cortex préfrontal. Donc il y a ce développement très très particulier chez l'homme, et quand on regarde exactement ce développement dans le détail, ce que j'essaie de vous montrer ici, alors je vais essayer de bien vous faire comprendre ce qui est à l'écran. Vous avez ici différentes espèces de primates qui vont de tout petits singes, notamment des lémuriens, jusqu'aux chimpanzés, et puis là l'homme. Et puis donc, sur la courbe noire, vous avez l'évolution en taille du cortex préfrontal. Et puis en gris, vous avez l'évolution relative d'autres cortex. Ici, vous avez le cortex préfrontal comparé au cortex visuel primaire. Et donc, vous voyez que finalement, chez les primates, on monte tout doucement l'arbre phylogénique. Et puis, quand on arrive aux grands primates, il y a un petit décrochage, notamment chez le chimpanzé, mais que ce décrochage est massif chez l'homme. Donc, le cortex préfrontal se développe par rapport au cortex visuel de façon très, très importante chez l'homme. Alors maintenant, si on reste dans le cortex frontal, dans le lobe frontal lui-même, et qu'on compare le cortex préfrontal au cortex moteur primaire, eh bien, on a exactement la même chose, c'est-à-dire un décrochage chez les grands primates, mais ce décrochage est massif chez l'homme. Donc, il y a vraiment quantitativement un bond qui est réalisé chez l'homme. Et enfin, pour vous montrer que ce bond est très spécifique du cortex préfrontal, si vous comparez cette fois-ci le cortex frontal moteur aux aires visuelles primaires, vous voyez qu'il n'y a pas de décrochage, il y a une petite augmentation de taille proportionnellement, mais pas de décrochage. Donc, le cortex préfrontal augmente massivement en taille, c'est une augmentation dite non allométrique, non linéaire, si vous voulez, entre l'homme et les autres espèces de primates. Et ce qui est très intéressant, c'est que proportionnellement, il n'y a pas d'augmentation du nombre de neurones dans le cortex préfrontal. Il reste stable entre les espèces. En fait, ce qui augmente, et ce qui fait la taille du cortex préfrontal, c'est le développement de la substance blanche, et en particulier l'augmentation des dendrites et des axones. Donc, si vous voulez, ce que montrent ces données, c'est que la différence finalement entre un homme et un singe repose sur une augmentation très importante de taille, avec un bond qui est tout d'un coup non allométrique, et que dans cette augmentation de taille, c'est la connectivité qui fait la différence. Donc, c'est la richesse de la connectivité qui probablement va conférer au cortex préfrontal de l'homme des différences par rapport à celui des autres primates. Donc, si on résume sur l'aspect anatomique, il y a des homologies, certainement entre l'homme et le singe. Elles sont surtout d'ordre cytoarchitectonique et odologique jusqu'à un certain point. Elles le sont beaucoup moins d'un point de vue macroscopique parce que vous avez vu ce bond fondamental en termes de quantité par rapport aux autres primates. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux grands primates, il n'y a pas de différence fondamentale sur le plan du type cellulaire, de l'organisation cellulaire, mais il y a des évolutions, et notamment une évolution de taille. Toutefois, si on s'arrête à l'anatomie pour en tirer des conclusions définitives, il y a un grand problème dont je n'ai pas encore parlé, c'est que je vous ai surtout présenté, notamment sur le plan macroscopique, ce qui se passait sur la région latérale du cortex préfrontal, qu'on peut définir assez facilement puisqu'elle est limitée en arrière par le sillon précentral. Et encore, il y a quelques variations interindividuelles chez l'homme sur la nature, l'existence même de ce sillon d'un individu à l'autre. Mais la situation s'aggrave très nettement lorsque vous voulez définir les limites du cortex préfrontal dans les régions médiales et dans les régions ventrales. Où s'arrête-t-il? Où commencent les autres cortex? Et là, il y a véritablement un problème. On ne sait pas définir les limites du cortex préfrontal d'un point de vue purement anatomique pour les régions médiales et les régions ventrales du cortex préfrontal. Donc, si vous voulez, c'est bien de pouvoir comparer les espèces, mais si on n'a pas un marqueur fiable de comparaison, on est un peu bloqué. Donc, on ne peut pas s'arrêter à ces comparaisons purement anatomiques, et le plus intéressant, bien sûr, c'est de rentrer dans les fonctions. Et pour entrer dans les fonctions, on laisse parler le maître du cortex préfrontal qui, finalement, depuis ses concepts au cours des années 60 et 70, ces concepts n'ont pas beaucoup bougé et ont été modernisés, mais les grandes idées
que l'on confère au concept élaboré par Luria, que vous voyez ici, reste. Et ce que disait Luria dès les années 60 et 70, c'est que le cortex préfrontal, c'est une région centrale pour l'élaboration et la régulation des comportements volontaires. Donc voilà une structure qui est dirigée vers l'action et qui est dirigée non pas vers l'exécution au sens pur du terme, mais vers les fonctions exécutives au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire l'élaboration et la régulation de comportements dits volontaires, ou dirigés vers un but intentionnel. Là aussi, il y a une petite marge de flou qu'il va essayer de falloir résoudre, et c'est résolu, disons, jusqu'à une certaine limite par une conception qui suit celle de Luria, qui est celle de Patricia Goldman-Rakic, qui est une conception qui a été élaborée dans les années 80, puis les années 90, et qui est encore valable aujourd'hui. C'est de séparer finalement les fonctions du cortex préfrontal entre celles dans lesquelles il est impliqué, et les fonctions dans lesquelles il est peu ou pas impliqué. Il est peu ou pas impliqué dans les routines comportementales, quelle que soit la nature de cette routine, que ce soit un comportement génétiquement déterminé, ou que ce soit un comportement associatif, que ce soit un comportement conditionné, ou même un comportement complexe qui a nécessité pour son apprentissage de cortex préfrontal, mais qui est devenu, au fil du temps, une procédure, une routine. Dans ces circonstances, le cortex préfrontal n'interviendrait pas. Il interviendrait dans une situation bien particulière qui serait de découpler la perception de l'action pour nous éviter de réagir immédiatement, de façon impulsive, en fonction des percepts du temps présent, de l'immédiateté, pour permettre de créer un espace de représentation mentale, un espace de délibération qui permette, dans la prise de décision, dans l'action, de mettre en jeu différentes dimensions, comme les expériences passées, la prospective du futur, mais aussi le présent, qui permet de combiner des données entéroceptives et exogènes. Donc, un ensemble de délibérations qui permettrait de tamponner la perception, d'éviter l'immédiateté du comportement, de créer finalement un lien entre le passé et le futur pour permettre l'action. C'est important de dire ça parce que si vous gardez ça en tête, vous créez un espace qui est un espace qui vous libère d'une forme d'esclavagisme qui est celui des contraintes internes, des pulsions internes et des contraintes du milieu extérieur, des pressions extérieures, et qui serait finalement, si on se passait à un niveau plus philosophique, une structure centrale pour nous permettre d'exercer jusqu'à un certain degré notre libre arbitre. Alors, cette structure globale, elle peut être disséquée en différentes sous-régions. Je voudrais prendre un seul exemple du fait du temps, c'est la région latérale du cortex préfrontal ou dorsolatéral. Vous le savez tous, cette région est impliquée dans la cognition dite froide, comme la planification, le raisonnement, le jugement. Et bien sûr, les lésions de cette région produisent des troubles de la planification, et dans les tâches d'imagerie fonctionnelle, par exemple, on va trouver des activations massives et majeures dans les tâches de planification quand on fait de l'imagerie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une tâche de planification? Vous en avez une ici, comme la tour de Londres, dans laquelle vous devez résoudre un problème en passant d'une position initiale vers une position finale en un certain nombre de déplacements. Par exemple, dans l'essai que je vous montre, il faut déplacer les boules en 5 essais, 5 coups. Et donc, si vous voulez déplacer la boule rouge, eh bien, ça va vous compter 2 coups parce qu'il faut d'abord déplacer la boule jaune sur un autre plot pour pouvoir positionner la boule rouge. Donc, si vous faites cet effort mental, eh bien, vous allez pouvoir résoudre ce problème en 5 déplacements. Alors, vous l'avez peut-être réalisé, mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'en faisant ça, en réalité, vous faites de nombreuses opérations plus élémentaires. Vous n'avez pas un neurone de planification. En réalité, il y a une dissection fine qui est faite par notre cerveau en opérations plus élémentaires, et c'est la synthèse, en quelque sorte, ou l'intégration de ces opérations plus élémentaires qui conduisent à réaliser une tâche de planification. Et donc, si vous essayez de disséquer les différentes opérations, il y en a certaines qui sont nécessaires, comme maintenir la trace des représentations mentales entre le premier essai et le 5e déplacement, manipuler ces représentations mentales, et puis ensuite programmer et exécuter la séquence. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'opérations élémentaires qui sont faites. Alors, pourquoi je dis ça? Bien parce que ça nous amène au singe. Si on ne peut pas proposer une tour de Londres en l'état à un singe, on peut lui proposer de faire des tâches plus simples
qui permettent d'isoler ces opérations plus élémentaires et d'étudier le rôle de différentes régions du cerveau dans ces opérations plus élémentaires. Et donc, ce que l'on fait en réalité, quand on fait des tâches de planification, on fait des tâches qui reposent beaucoup sur ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire un ensemble d'opérations mentales qui permet de maintenir et manipuler des représentations en prévision d'une action. Et donc, encore une fois, si vous retenez cette définition, vous voyez que ces opérations sont nécessaires pour faire ces grandes tâches de planification, de raisonnement et de nombreuses opérations de langage, par exemple. Alors, si on va au singe et qu'on essaye d'étudier cette mémoire de travail, en gardant en tête qu'on étudie en réalité la planification et les grandes fonctions cognitives, et qu'on enregistre l'activité des neurones chez le singe, eh bien, on va montrer quelque chose d'un peu particulier qui est probablement une des avancées les plus spectaculaires en termes d'électrophysiologie comportementale et cognitive. C'est ce que l'on voit dans la tâche suivante, qu'on appelle la tâche des saccades oculomotrices mémorisées. Le singe fixe un point central à l'écran et puis une petite lumière apparaît en périphérie. C'est le stimulus que l'animal va devoir utiliser pour produire une réponse. Ensuite, après la présentation de ce stimulus, celui-ci disparaît et puis l'animal a appris préalablement au cours de nombreux essais à fixer un point central qu'il ne doit pas quitter des yeux pendant une phase qu'on appelle le délai qui va durer plusieurs secondes, ça peut aller jusqu'à 30-40 secondes. Et ensuite, il est autorisé à fournir une réponse pour obtenir une récompense. Et la réponse qu'il devra faire, c'est une saccade dite isométrique, c'est-à-dire qui doit aller jusqu'au point présumé de la position du stimulus lumineux. Mais bien sûr, au moment de la réponse, il n'y a plus de stimulus lumineux. Donc l'animal va devoir effectuer sa saccade vers la position du stimulus lumineux en l'absence de celui-ci. Et donc, il est en train de réaliser une tâche de mémoire de travail, c'est-à-dire de maintien et de manipulation d'une représentation mentale jusqu'à la réalisation d'une action. Et quand on enregistre l'activité dans les neurones de son cortex préfrontal dorsolatéral, homologue des régions qui nous intéressent chez l'homme, eh bien, on va trouver un type de neurones en grand nombre qui ont une activité très particulière qu'on appelle l'activité de délai, c'est-à-dire que ces neurones vont être activés au moment de la présentation du stimulus visuel et maintenir leur activité pendant toute la phase de délai jusqu'au moment où l'animal effectue sa saccade oculomotrice, c'est-à-dire pendant un temps où il ne se passe rien sur le plan comportemental. Et ces neurones sont centraux parce que c'est eux qui font le lien entre le passé et le futur. Et on a pu montrer par la suite qu'en réalité, il n'y avait pas un type de neurone, mais différents types de neurones. Des neurones qui étaient impliqués dans le maintien des représentations internes, donc des neurones de mémoire en quelque sorte, dans le cortex préfrontal, des neurones qui étaient actifs au moment de la prise de décision, d'autres qui permettent le traitement séquentiel de l'information, d'autres qui préparent la réponse motrice, d'autres qui sont impliqués et modulés par la récompense. Donc, vous avez localement dans le cortex préfrontal tout un ensemble d'activités neurales qui est représenté par ces neurones de délai et qui correspondent aux corrélats neuronaux de la planification ou d'autres grandes tâches comportementales qui nécessitent toutes ces opérations plus élémentaires. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'après, on a utilisé ces mêmes tâches, celles qui ont été faites chez le singe, chez l'homme, en imagerie fonctionnelle, et qu'on a pu montrer que c'était les homologues régionales, les mêmes régions chez l'homme, qui s'activaient que celles dans lesquelles on trouvait ces neurones de délai chez le singe. Et donc là, on a un paradigme scientifique un peu unique, une séquence scientifique unique, dans lequel on passe de l'homme au singe, puis de nouveau à l'homme. Chez l'homme, on a une macrofonction, la planification, qui est sous-tendue par une structure, le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette macrofonction, on peut la disséquer en opérations plus élémentaires, dont certaines appartiennent à la mémoire de travail. On peut ensuite tester la mémoire de travail chez le singe et montrer chez le singe qu'il y a des activités dans le cortex préfrontal. Et ensuite, on peut utiliser les mêmes opérations élémentaires de mémoire de travail chez l'homme et montrer chez l'homme que le cortex préfrontal est impliqué. Et donc, en d'autres termes, on est en train de développer finalement un rapport homologique entre le singe et l'homme et montrer qu'il n'y a pas de saut en termes de fonctions élémentaires entre le singe et l'homme.
On peut même aller plus loin, et ça c'est une tâche que nous avions réalisée chez le singe, chez Patricia Golden-Rakic. On peut même essayer de faire des tâches de planification chez le singe. C'est une tâche un peu complexe ici où le singe va devoir planifier un certain nombre d'essais dans une séquence motrice. Je ne rentre pas dans le détail, mais simplement pour vous montrer que quand ces singes ont des lésions du cortex préfrontal, eh bien, ils n'arrivent plus à planifier la tâche comme ils devaient la planifier quand le cortex préfrontal était non lésé. Et donc, on peut même aller jusqu'à montrer que dans le cortex préfrontal du singe, on peut arriver à faire des tâches de planification qui sont très proches de celles de la tour de Londres, finalement, qu'on fait chez l'homme. Donc, si je résume jusqu'à ce stade, sur le plan fonctionnel, on a des processus élémentaires communs qui sont nourris par des régions globalement homologues et donc des processus cognitifs de même essence qui suggèrent donc un continuum d'espèces entre le singe et l'homme. Et donc là, si on s'arrêtait là, on dirait finalement il n'y a pas grande différence, c'est juste une question de quantité qui relie le singe à l'homme. Et donc la dernière question que je voudrais aborder, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit quelque chose qui fait une différence fondamentale, une différence ontologique entre l'homme et le singe? Alors, si on revient au modèle d'organisation chez le singe, il y a un modèle qui est très classique, c'est que dans le cortex préfrontal, il y a des zones qui sont impliquées dans le traitement des informations spatiales et d'autres qui sont impliquées dans le traitement d'informations visuelles, par exemple de discrimination. Et donc, ces informations qui sont traitées ici, qui sont d'ordre spatial, reçoivent des connexions de régions qui sont impliquées dans le traitement spatial des informations, mais dans des zones plus postérieures du cerveau. Et que les régions plus inférieures ici sont impliquées dans des structures qui sont impliquées dans la discrimination visuelle, mais dans des régions plus postérieures, comme les régions temporales, latérales, inférieures. Et donc, est-ce que c'est la même chose chez l'homme? Alors, dans notre équipe, on a fait tout un ensemble de travaux en mêlant différentes approches, des approches lésionnelles chez l'homme, des approches d'imagerie fonctionnelle chez le sujet sain, des approches de tractographie aussi bien chez l'homme sain que chez le patient. Et on a essayé de vérifier si les modèles animaux se tenaient chez l'homme en faisant des tâches comme cette tâche dite de NBAC, que vous connaissez peut-être, qui est une tâche de mémoire de travail, dans lequel il faut dire à un moment donné si une information présentée à l'écran est identique ou différente à une information qui a été présentée X coups en amont. Ça peut être un coup en amont, 2 coups en amont ou 3 coups en amont. Et pour chaque lettre, il va falloir faire exactement la même chose pour les lettres suivantes. C'est une tâche qui peut être simple, au premier niveau de difficulté, 1 coup en amont, un peu plus compliqué, 2 coups en amont, et franchement très compliqué, 3 coups en amont. Et donc, on peut augmenter la difficulté en mémoire de travail en passant du 1, 2 au 3 bacs. Et on peut aussi modifier la nature de l'information. Là, par exemple, c'est des lettres, mais ça peut être des positions dans l'espace, ça peut être aussi des visages ou des objets. Et donc, quand on fait ça, eh bien, nous avons montré qu'effectivement, comme chez le singe, on retrouvait une organisation dans le cortex préfrontal de l'homme qui tenait compte de la nature de l'information. Par exemple, les informations spatiales étaient traitées plutôt dans la région du gyrus frontal supérieur, un peu comme chez le singe, tandis que les informations de discrimination visuelle ou les informations verbales étaient plutôt traitées dans des régions plus ventrales. Mais il y a des différences avec le singe. Par exemple, vous voyez que ces régions, elles ne sont impliquées que dans le 3 bacs chez l'homme. C'est-à-dire que c'est au plus haut niveau de difficulté que le cortex préfrontal semble intervenir pour les niveaux de manipulation les plus importants, et que pour le 2 bac et le 1 bac, on ne retrouve pas nécessairement de corrélation avec le cortex préfrontal. On trouve aussi des régions qui sont mixtes. Par exemple, cette région au milieu, entre la région rouge et la région bleue, la région rose, elle est aussi bien impliquée dans les domaines spatiaux que dans les domaines visuels discriminatifs. Donc voilà une différence par rapport à un des modèles présentés chez le singe. Et surtout, et c'est le point le plus important, c'est que si vous regardez bien cette carte, elle semble déporter les activités qui sont centrales chez le singe vers des régions les plus postérieures du cortex préfrontal chez l'homme, et que dans les régions les plus antérieures, eh bien, il n'y a pas de relation avec ces tâches de mémoire de travail, pourtant de très haut niveau de difficulté.
Et donc la question, c'est cette région justement qui se développe très majoritairement chez l'homme, qui est le pôle frontal, par rapport aux autres singes, que fait-elle? Est-ce que c'est elle qui confère à l'homme des capacités très particulières? Et je vous rappelle que c'est dans les régions préfrontales les plus antérieures qu'on va retrouver notamment les neurones de von Economo, ces neurones qui sont touchés très précocement dans la DFT. Et donc, comment on rentre dans cette question de la partie la plus antérieure du cortex préfrontal? Que fait-elle? Alors, par exemple, Étienne Coquelin à l'École normale supérieure a développé une tâche que je ne vais pas vous décrire dans le détail parce que c'est trop long, mais je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Elle consiste à faire une première tâche complexe, disons de mémoire de travail, mais du niveau du 3 bac en mémoire de travail, et puis à un moment donné, d'arrêter la tâche. Et puis d'en commencer une seconde qui est de même niveau de difficulté en mémoire de travail, et continuer sur cette seconde tâche, puis de nouveau de l'arrêter au milieu et de reprendre la première tâche au moment où on s'y était arrêté, et ainsi de suite. Donc vous enchaînez deux tâches de mémoire de travail, vous les coupez au milieu et vous devez les reprendre au même endroit un peu plus tard. En d'autres termes, vous créez une disruption temporelle entre deux tâches cognitives, la première tâche étant rompue un moment temporellement, et il faut refaire ce lien un peu plus tard dans le temps. Donc vous avez déjà une première idée, c'est que cette région très très antérieure du cortex préfrontal, elle interviendrait probablement dans une rupture temporelle plus importante que les ruptures temporelles qu'on a l'habitude de voir dans les tâches de mémoire de travail que l'on fait faire chez l'homme ou chez le singe. Deuxième élément, nous avons montré dans notre équipe que les lésions les plus antérieures du cortex préfrontal entraînaient des troubles de la créativité chez les patients, que ce soit des patients avec des lésions focales ou des patients atteints de DFT. On a pu montrer en VBM qu'il y avait un lien direct, notamment chez les patients atteints de DFT, entre l'atrophie des régions rostrales et les défauts de tâches de créativité. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps de décrire une tâche de créativité, mais si vous avez des questions à ce sujet-là, je pourrais y répondre. Mais ce que nous avons montré ensuite, c'est que dans la plupart des tâches de créativité, ou quand on veut être créatif, il va falloir créer un lien entre des informations qui ne sont pas en apparence ou naturellement chez un individu donné liées l'une à l'autre. Et donc, il va falloir créer des liens sémantiques entre des informations sémantiquement éloignées les unes des autres. Quand ces informations sont très proches l'une de l'autre, par exemple, si je vous dis le chat boit du et que vous me répondez du lait, vous n'avez pas créé une association sémantique distante, vous avez utilisé une association sémantique de proximité qui est probablement très automatique. Maintenant, si vous devez répondre à la même question, le chat boit, et vous devez trouver un mot qui est dans un champ sémantique approprié avec le chat, mais qui est très éloigné de la cible habituelle automatique, le lait, ça va vous demander de créer un lien, peut-être fait de plusieurs nœuds entre le point de départ et le point d'arrivée, qui va vous permettre d'élargir votre champ de créativité. Donc, cette capacité à établir des associations distantes eh bien, est rompue chez les patients atteints de DFT ou les patients qui ont des lésions focales du cortex rostral. Et cette fois-ci, ce n'est plus une disruption temporelle que l'on observe, mais c'est une disruption sémantique que l'on observe chez ces patients. Et de même, quand on leur demande de faire une autre tâche, qui est une tâche de raisonnement par analogie, c'est-à-dire de relier des informations conceptuellement, donc qui ne sont pas nécessairement liées entre elles, comme dans l'exemple choisi, l'électron est au noyau, ce que la Terre est au Soleil. Vous devez créer un lien. Ce lien d'ordre sémantique vous oblige à utiliser deux champs sémantiques différents et les relier par un concept unique. Là, vous l'avez compris, vous connaissez le concept, je ne vous le dis pas si vous n'avez pas encore trouvé. Mais ce genre de tâches montre aussi que lorsqu'il y a des lésions du cortex préfrontal dans ses parties les plus rostrales, eh bien, vous avez une incapacité à faire ces tâches d'analogie. En d'autres termes, de créer du lien entre des informations distantes sémantiquement. Donc, ce qui est montré ici, c'est qu'il y a des nouvelles fonctions qui semblent liées au développement du cortex rostral chez l'homme, que les fonctions exécutives classiques semblent déplacer vers les parties les plus postérieures du cortex préfrontal et que les processus cognitifs qui semblent liés à ces régions rostrales sont des processus qui relient les grandes distances, que ce soit des grandes distances temporelles ou des grandes distances sémantiques, et que ça, c'est quelque chose que nous pouvons mieux faire que les autres animaux, et notamment les grands singes.
Alors, reste la dernière question, c'est celle du langage. Souvent, on lie le développement particulier des fonctions humaines au langage et à la capacité spécifique de l'homme à parler. Jusqu'à présent, je n'ai pas dit un mot du langage, je suis rentré sur d'autres fonctions cognitives. Alors, le temps m'étant compté, j'aurais bien voulu vous présenter cet extrait de La planète des singes qui pose bien le problème, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je vais vous résumer rapidement l'extrait que je voulais vous présenter. Donc, vous connaissez l'histoire, des astronautes arrivent sur une planète où les singes, civilisationnellement parlant, ont remplacé les hommes. Les hommes sont des êtres primitifs, les singes sont des êtres, les grands singes sont des êtres évolués. Et ces trois astronautes, parmi ces trois astronautes, l'un meurt, l'autre est blessé à la gorge et ne peut pas s'exprimer, et un troisième est porté disparu. Et celui qui ne peut pas s'exprimer arrive par écrit à dire qu'il était accompagné d'un troisième astronaute, celui qui a disparu, et que cet astronaute pourrait témoigner qu'il vient d'une autre planète parce que lui parle et pourra, comme les autres singes, parler. Et donc, ça serait le témoin, en quelque sorte, de l'évolution civilisationnelle des hommes. Et donc, les singes acceptent d'essayer de retrouver cet homme, ils le trouvent, il fait partie de prisonniers, et quand ils vont le voir pour avoir la preuve que cet homme parle, eh bien cet homme ne parle pas du tout, et il y a un gros plan qui est fait sur sa tête, et on voit une énorme cicatrice de lobotomie frontale. Les singes, pour lui éviter de parler, l'ont lobotomisé dans le lobe frontal. Et donc, si vous voulez, est fait ici le lien entre le langage et le lobe frontal. Et c'est vrai, les lésions du cortex préfrontal donnent des troubles du langage dans différents domaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, et aussi des troubles de la communication supralinguistique qui sont liés à la cognition sociale, au contrôle comportemental, à la motivation, à l'abstraction, à la conceptualisation. Et donc, on se dit, mais le langage joue donc un rôle central. Le point vers lequel je veux venir, pour terminer, est le suivant. C'est qu'en réalité, quand on regarde maintenant l'archéologie cognitive, car cette sous-discipline de l'archéologie existe, eh bien, on se rend compte que dans le langage, les fonctions exécutives, comme l'organisation temporelle, conceptualisée par le langage, l'avant, l'après, dans ce qu'on essaie de communiquer, est apparu il y a assez peu de temps dans l'évolution des espèces, il y a environ 150 000 ans, ce qui est très peu. Alors que dans les espèces dominidées, la capacité à fabriquer des outils, donc il faut bien réfléchir, je fabrique un outil pour faire quelque chose, donc en réalité j'ai conceptualisé, j'ai abstrait ce que j'allais faire un peu plus tard. Et donc, cette capacité d'abstraction, elle est arrivée, en réalité, il y a 3 millions d'années, donc avant l'Homo sapiens, avant notre espèce, et donc bien avant le langage. Donc, en termes de temps, l'abstraction est arrivée avant le langage. Le langage est un outil de communication symbolique qui repose sur l'abstraction. Et donc, si vous voulez, le langage, de mon point de vue, n'est qu'un mode opérationnel qui est lui-même sorti de nos capacités progressives d'abstraction. Et donc, ce qui fait probablement l'humanité, c'est en termes de fonction frontale, hein, c'est ce facteur additif qui est l'abstraction. Et on peut le montrer dans notre laboratoire. Nous avons montré, par exemple, que les patients qui avaient une DFT étaient incapables d'atteindre ce niveau d'abstraction et restaient au niveau des similitudes, ou alors ne voyaient eux-mêmes quelquefois aucune similitude concrète entre les objets et faisaient des différences. Quand vous leur disiez en quoi une orange et une banane se ressemblent, eh bien, ils ne trouvaient aucune différence. C'est ce qui est montré ici. Vous voyez que 30% des patients, enfin 30% des erreurs qui sont faites, enfin des réponses qui sont données par les patients atteints de DFT sont des erreurs dans lesquelles les patients ne voient aucune similitude entre deux objets qui sont de la même catégorie abstraite taxonomique. C'est très différent, par exemple, des patients atteints de maladie d'Alzheimer, vous n'avez jamais ce type d'erreur. Et quand on regarde maintenant les régions qui sont impliquées, eh bien, on voit que ce sont des régions qui sont des régions très récentes dans l'évolution des espèces, et notamment la capacité à faire des similitudes entre des objets différents pourtant physiquement, est encore une fois une fonction qui dépend fortement du lobe frontal et notamment des régions les plus antérieures du cortex préfrontal. Et si on va maintenant vers d'autres écoles
de pensée du lobe frontal, eh bien, on retrouve les mêmes idées. C'est que chez l'homme, plus on va vers l'avant du cortex préfrontal, plus on arrive à des très hauts niveaux d'abstraction en termes de tâches cognitives. Et vous voyez que les régions du pôle frontal sont celles qui nous permettent le plus haut niveau d'abstraction, région, encore une fois, qui manque fondamentalement chez le singe. Donc, si je résume, plus on va vers l'avant dans le cortex préfrontal, plus on rentre dans des tâches de haut niveau de complexité, et plus on va vers l'arrière, plus on a des tâches qui sont domaines spécifiques. Donc, ces régions domaines spécifiques vont probablement s'articuler et projeter vers des régions antérieures qui, elles, deviennent des régions plus intégratives encore. Donc, est-ce que l'homme est un singe comme un autre, avec le même matériel biologique? Finalement, si on se compare à nos cousins les chimpanzés, un patrimoine génétique d'une extrême proximité, on trouve chez l'homme une expansion de la connectivité, une expansion de l'espace mental de délibération, une expansion à la capacité de traiter le temps et la quantité d'informations, et une expansion de la région rostrale, qui nous permet aussi une expansion de nos capacités d'abstraction et qui donne au langage sa complexité et qui nous permet de planifier, de raisonner et d'être créatif. Et donc, pour conclure, la question qui viendrait après, c'est mais pourquoi cette espèce? Pourquoi l'homme s'est-il distingué des autres espèces? Quelles sont les raisons qui nous ont éloignés finalement sur le plan cognitif des autres espèces animales? Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse à cette question. Celui qui en a serait bien avancé, mais il y a quand même des pistes. Et vous connaissez peut-être ce livre, Le pouce du panda, de Stephen Jay Gould, qui est un paléontologue américain, un des plus grands experts dans le domaine, qui est professeur à Harvard, et qui explique, alors je vais essayer de faire l'analogie pour être clair, qui explique que le panda est un ours. On a longtemps cru que ce n'était pas un ours, mais qui est un ours, mais différent des ours parce qu'il a un 5e doigt, un pouce opposable, alors que les ours ont 4 doigts et qui ne sont pas opposables. Mais les ours, toutes les autres espèces d'ours, ont une hypertrophie de l'apophyse styloïde, vous voyez, au poignet, qui ne leur confère aucun avantage particulier. C'est une caractéristique des ours, mais fonctionnellement, ça ne leur apporte absolument rien apparemment. Et à partir de cette apophyse styloïde, s'est développé chez le panda de façon génétiquement déterminée une expansion osseuse qui a créé un 5e pouce qui lui-même s'est accompagné d'une expansion ligamentaire, d'une expansion musculaire, etc., etc. Et ce pouce opposable lui permet de tenir justement des pousses de bambou et de se nourrir dans un milieu qui est extrêmement contraint où s'il ne trouvait pas ces pousses de bambou, il mourrait parce que cet animal ne se nourrit que de pousses de bambou d'une certaine espèce particulière qui nécessite une pince et un pouce opposable pour pouvoir se nourrir. Et donc, si on suit la même idée, on peut imaginer que dans une espèce animale donnée, il y a des structures qui sont en place et qui ne confèrent pas d'avantage particulier à cette espèce, et sous la contrainte environnementale X ou Y qu'il faudra déterminer chez l'homme et comment elle s'est imposée, mais sous une contrainte environnementale particulière, eh bien, une modification se produit, une expansion se produit. Cette expansion confère une fonction nouvelle qui elle-même contribue par sa présence à augmenter la taille d'une structure donnée. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère ne pas avoir été trop long et pas trop complexe. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Richard, pour cette très brillante présentation. Vraiment, c'est impressionnant l'ensemble des travaux qui ont été menés dans ce domaine et qui montrent en effet la complexité de l'aspect de connexion, de développement, en particulier chez l'homme. Alors, bien sûr, tu n'as pas toutes tes réponses à pourquoi l'homme, mais vraiment, c'était une présentation très, très enrichissante et vraiment, je pense que ceux qui travaillent sur l'aspect de l'archéologie de la cognition, c'est aussi un domaine tout à fait passionnant. Est-ce que tu penses que du coup, cette complexité, cette connectivité ou les liens qu'il y a entre ces zones
font que du coup, on est plus sensible aux pathologies potentiellement neurodégénératives, puisqu'on sait qu'il y a assez peu d'espèces qui développent de manière naturelle la maladie d'Alzheimer. Il y a chez le microcèbe des lésions de vieillissement. Est-ce que du coup, ce serait aussi lié à ces éléments de complexité? On l'a vu, tu l'as très bien expliqué, hein, ce lien aussi sur l'aspect sémantique, temporel, sur le langage, et donc qui sont aussi des éléments clés du diagnostic des pathologies neurodégénératives. Quelle est ton interprétation? Bon, c'est une question extrêmement difficile et extrêmement intéressante dans le sens où cette diffusion selon des réseaux sur un mode quasi infectieux de la pathologie interroge bien sûr sur la façon dont l'ensemble est connecté. Évidemment, s'il y a une plus grande richesse de connexion, si vous voulez aller du point A au point B et qu'au lieu d'emprunter une route secondaire, vous prenez une autoroute, ou si vous, au lieu d'avoir 2 autoroutes, vous en avez 30, et à ce moment-là, si vous voulez, la capacité d'aller du point A au point B est beaucoup plus importante, mécaniquement. Donc, on peut tout à fait imaginer que l'augmentation de connectivité contribue finalement à la facilitation de la diffusion d'un processus pathologique qui ne demande qu'à diffuser au sein d'un réseau, d'un groupe de neurones à l'autre. Or, dans les pathologies neurodégénératives, rien n'est le fruit du hasard. Les routes anatomiques sont respectées et les routes cognitives sont respectées. Donc, si vous mettez ça d'un côté et de l'autre côté, notre sensibilité exagérée par rapport aux autres espèces animales, hein, j'entends, hein, elle n'est pas exagérée pour nous, mais pour les troubles cognitifs, évidemment, vous avez des routes qui sont plus affectées que d'autres, qui conduisent à des troubles cognitifs, et vous vous en rendez compte plus facilement parce que vous êtes un animal social qui utilise énormément ces routes cognitives pour interagir. Et donc, je pense que le mélange d'une augmentation de capacité et la nécessité de cette capacité pour interagir nous rend plus sensibles. Alors après, est-ce que ces routes anatomiques sont en réalité biologiquement différentes d'autres routes motrices ou de routes visuelles ou je ne sais quoi qui leur confèrent une vulnérabilité particulière? Là, je ne suis pas un spécialiste biologiste et expert dans le domaine, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais merci déjà pour cette réponse. On avait une question aussi de l'audience sur qu'est-ce que serait l'évolution de notre cerveau dans les prochaines années, décennies, millénaires. C'est très difficile de dire. Bon, il y a deux aspects. Il y a en fait ce que dit maintenant, il y a tout un courant de génétique paléontologique qui permet d'étudier à travers le temps les mutations chez les êtres humains d'une génération à l'autre, par exemple, et qui montre que finalement, il y a très peu de mutations de novo par rapport à la grande quantité de patrimoine, grande quantité de gènes que nous avons d'une génération à l'autre. Et donc, d'une génération à l'autre, il y a peu de mutations de novo qui se produisent, mais il y en a. À toutes les générations, il y a environ une centaine de mutations qui se produisent de nouveau d'une génération à l'autre pour une lignée donnée. Et donc, si vous placez une échelle de temps de plusieurs millénaires, évidemment, ça crée un ensemble de mutations qui commencent à devenir intéressantes en termes de changement de profil. Or, ces mutations, elles sont aussi, maintenant on le sait, en relation avec l'environnement et la pression de l'environnement qui s'exerce sur nous. Et donc, ces mutations, elles ne sont pas dénuées finalement de la façon dont on vit. Et donc, plus on vit dégagé de l'Éden originel, c'est-à-dire plus on met une distance entre nous et la nature, plus on va vers des capacités qui nous en éloignent et qui vont plutôt vers d'autres champs, comme des champs d'abstraction de plus en plus élevés. Donc, mon hypothèse, hein, je ne voudrais pas faire de la prospective de salon, mais bon, enfin, si l'évolution de l'être humain continuait comme ça sur des millénaires, on pourrait imaginer un détachement de plus en plus important par rapport aux événements naturels et donc un développement de capacités qui s'extrait finalement de ça, qui nous rend de plus en plus dans un monde abstrait. Donc, on peut imaginer un cerveau de plus en plus abstrait. Mais bon, je m'arrête là pour ne pas dire trop de bêtises. Peut-être plus créatif.
Oui, alors après, évidemment, plus vous développez une région dans laquelle il y a de nombreuses connectivités, plus vous augmentez la possibilité de conformations différentes, plus vous avez de réseaux sémantiques distants les uns des autres, et donc plus vous êtes créatif, a priori. Oui. On peut imaginer ça comme ça. Ouais. Oui, restons sur une note positive de l'évolution humaine, sur la créativité. Merci beaucoup, Merci. Richard, pour cette brillante présentation. Nous allons donc enchaîner sur le prochain séminaire. Et vous devez donc vous connecter sur le lien du séminaire de la session 2. Qui sera sur les innovations et actualités sur les troubles du comportement. À tout de suite pour la prochaine session. Découvrez Advance, un programme de formation dédié à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un enjeu mondial de santé publique. Elle repose sur une prise en charge multidisciplinaire tout au long du continuum et en particulier dès les stades précoces de la maladie. Des milliers d'informations, de données cliniques, de stratégies de prise en charge sont générées chaque jour dans vos domaines d'intérêt. Advance vous facilitera l'accès à de l'information cliniquement pertinente pour la prise en charge de vos patients. Advance est un programme de formation médicale élaboré par 16 experts multidisciplinaires internationaux. Enrichi par un comité scientifique français composé de spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Advance est un programme de formation complet qui vise à vous apporter une information cliniquement pertinente. Qui peut bénéficier d'Advance ? Advance s'adresse à tous les professionnels de santé prenant en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Quel que soit votre niveau de connaissance, venez découvrir le programme Advance. Advance, c'est un parcours de formation à votre convenance, que vous disposiez de quelques minutes ou de plusieurs heures. Advance est composé de 4 modules, la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, l'évaluation clinique, la neuroimagerie pour le diagnostic et le suivi, les biomarqueurs pour le diagnostic précoce de la maladie. Advance est une initiative qui vise au partage des savoirs validés dans la maladie d'Alzheimer, en particulier concernant le diagnostic précoce, la prévention des troubles cognitifs. C'est aussi un programme ajusté à la prise en charge clinique française et qui s'adaptera à la réalité de votre agenda. Venez découvrir Advance.